Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter une liste Utopie emmenée par le héros Virato Servilano. On va voir les profils en détail, leurs caractéristiques, leurs compétences et je vais vous expliquer comment jouer tout ça. Voici donc la liste emmenée par le héros Virato Servilano, donc elle est composée de 6 figurines. Cette liste fait en totalité 180 points. Et donc il y a l'Escavaor, la chasseuse de méduses, donc le héros Virato Servilano, un matelot, l'alchimiste, l'apprenti de l'écume, et puis la taille 3, le chasseur de Léviathan. On va donc commencer par le profil de l'Escavaor. Voilà, donc il coûte 19 points en recrutement, sachant que vous pouvez recruter 3 Escavaors au sein d'une liste. Donc il a 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges. Il a 6 en esprit, 2 en réflexe, 3 en combat, 9 en défense. Il a 2 points d'action. Ses valeurs de mouvement sont 4, 6, 10, donc 4 en marche, 6 en charge et 10 en course. C'est une taille 2. Il a les compétences Kamas et Kaunti, et sa table de dommages est 1, 2, 2, 3, 3, 4. Voilà, au niveau de ses compétences, donc Kamas, pour chacun des 4 éléments, la Kamas possède une réserve de marqueurs Kaunti, donc 4 eau, 3 air, 2 feu, 2 terre. Les réserves sont vides en début de partie. Au début de chaque tour, le porteur choisit un élément, donc eau, air, feu ou terre, et reçoit des marqueurs Kaunti pour compléter la réserve correspondante au maximum. Donc c'est-à-dire qu'il va prendre 4 eau, 3 air, 2 feu ou 2 terre. Les Kaunti peuvent être utilisés lorsque la figurine réussit un jet de combat lors d'une attaque. Et donc, ça, et bien sûr c'est en lien avec la compétence Kaunti qui est juste en dessous de la carte. Lorsque la figurine réussit un jet pour toucher avec une arme à Kaunti, elle peut déposer un ou plusieurs marqueurs Kaunti de ses réserves sur la cible. Lorsqu'un jet de dés est associé à une caractéristique de la cible, si elle possède des marqueurs Kaunti de l'élément correspondant, elle subit un malus par marqueur pour ce jet. Elle ne peut pas subir plus de 4 malus par jet et ses caractéristiques ne peuvent descendre en dessous de 0. Pour chaque malus subi, un marqueur Kaunti correspond et défaussé. Donc R c'est moins en esprit, O moins en réflexe, Feu c'est moins en combat ou en tir, et Terre c'est moins en défense. Donc vous l'aurez compris, donc par exemple au début du tour vous pouvez choisir par exemple 2 Kamas, de feu, et c'est-à-dire que si vous allez réussir à toucher en fait une figurine adverse, vous pourrez lui mettre en partie ou bien la totalité des, des pions Kaunti, et donc quand la figurine adverse devra utiliser la valeur de combat ou de tir, puisque là je prends l'exemple du feu, et bien elle aura, par exemple si vous mettez les deux éléments du Kaunti, donc de feu, et bien elle aura moins 2 en combat. Pareil sur la terre, ça veut dire qu'elle aura moins 2 en défense, c'est-à-dire qu'une figurine qui va retaper dessus une prochaine fois, une de vos figurines qui va taper dessus, la figurine adverse aura moins 2 en défense. Donc pareil pour l'eau qui correspond au réflexe, et pour l'air qui correspond à l'esprit. Sachant une petite chose que vous cumulez en fait les réserves en début de tour. C'est-à-dire que vous voyez, au début de chaque tour, le porteur choisit un élément et reçoit des marqueurs Kaunti pour compléter la réserve correspondante au maximum. Donc si, admettons, à la fin du tour, au début du tour 2, vous avez plus que 2 os, vous pouvez choisir de nouveau des os pour en avoir jusqu'à 4 maximum. Par contre, si vous avez choisi au premier tour des os, au deuxième tour, eh bien vous pouvez choisir un élément supplémentaire, c'est-à-dire que vous allez avoir 2 feux. Et c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des tours, vous pouvez très bien cumuler, si vous n'utilisez pas les éléments, vous allez pouvoir, entre guillemets, appliquer tous les éléments d'un seul coup, en fait, à une figurine sur laquelle vous allez toucher. Donc, une figurine adverse pourrait très bien se retrouver avec 2 terres, 2 feux, et puis 3 airs, si par exemple, au bout de 3 tours, vous n'avez utilisé aucun élément. Donc voilà, donc un petit truc, ça paraît en fait assez bête, mais c'est bien plus tactique qu'il n'y paraît, parce que vous pouvez aussi choisir éventuellement de ne pas déposer les éléments sur une figurine adverse, et vous pouvez choisir de cumuler plusieurs effets en même temps, et qu'à la limite la figurine soit très très endommagée, enfin pas endommagée, mais qu'elle bénéficie vraiment de, pas qu'elle bénéficie, mais qu'elle ait vraiment beaucoup de malus en fait sur un tour par exemple. Voilà, donc comme je dis, une figurine qui est plutôt portée sur le combat, quand même il faut faire attention parce qu'il a une faible défense. Maintenant il a quand même pas mal de points de vie, il en a 9. Il est plutôt bon combat avec la table de dommages 1, 2, 2, 3, 3, 4, mais il faudra faire attention, il reste malgré tout fragile, et voilà, il a utilisé à bon escient bien sûr les éléments qu'il possède en utilisant la Kamas et les Kaunti. On voit maintenant le profil du matelot, voilà ici, donc lui il coûte 16 points, il a donc 7 points de vie, donc 3 blancs, 2 jaunes et 2 rouges, il a 6 en esprit, 3 en réflexe, 3 en combat, 9 en défense, il a 2 points d'action. Ses valeurs de mouvement sont 4, 6, 10, c'est une taille 2.
Il a une arme de tir qui est le Kunturi, donc qui est une valeur de tir de 2 et qui tire jusqu'à 12 pouces avec une charge alchimique, et il a le tir incontrôlé. Au niveau de la table de dommages, c'est donc 1, 2, 2, 2, 3, 4 au combat, et au niveau du tir, c'est 2, 3, 2, 3, 3, 4. Voilà. Donc l'arme de tir, donc le Kunturi, donc comme je disais, il tire jusqu'à 12 pouces avec une valeur de tir de 2. Il a une charge alchimique, donc les Kunturi sont des armes de tir qui peuvent être utilisées normalement une fois par tour. Voilà. Vous pouvez dépenser une charge alchimique par tour pour faire un tir supplémentaire normalement, et dans ce cas la charge alchimique est détruite et le porteur subit un dommage après le tir. La figurine ne peut pas dépenser de charge alchimique s'il ne lui reste qu'un seul point de vie. Donc vous l'aurez compris, en fait, le matelot peut faire un tir par tour, et par contre si vous pouvez très bien dépenser un autre PA pour faire un autre tir, et pouvez utiliser la seule charge alchimique qu'il possède, vous ne pourrez faire qu'une seule fois, et donc dans ces cas-là, vous subissez un dommage après le tir, et bien sûr vous ne pouvez pas le faire s'il ne vous reste plus qu'un point de vie, enfin utiliser en fait cette charge alchimique. Et au niveau du tir incontrôlé, donc comme vous le voyez sur la table de dommages, c'est au niveau de la masse épée ou de la masse hache que le tir incontrôlé va se déclencher. C'est juste à ce moment-là. Donc résolvez un tir simultané gratuit sur la même cible et avec les mêmes bonus et malus. Le matelot subit un dommage après ce tir, même s'il ne lui reste qu'un seul point de vie. Vous ne pouvez avoir qu'un seul tir supplémentaire par PA utilisé. Donc vous l'avez bien compris. Si par exemple vous tirez sur une figurine adverse et que vous la blessez, et que vous faites par exemple une masse épée ou bien une masse hache, et bien dans ces cas-là le tir incontrôlé se déclenche et vous allez faire un deuxième tir sur la même cible. Voilà, et si vous avez eu le bonus de visée, vous conservez le bonus de visée. Si par exemple vous avez un malus, vous conservez bien sûr le malus. Et donc, vous faites un tir, mais par contre vous subirez un dommage après ce tir incontrôlé. Et bien sûr, il faut le faire attention, parce que s'il ne vous reste plus qu'un seul point de vie, et bien vous pouvez mourir de cette façon. Voilà. Et bien sûr, vous ne pouvez avoir qu'un seul tir supplémentaire par PA utilisé. C'est-à-dire que si à nouveau, avec ce tir incontrôlé, vous refaites une masse et une épée, vous ne refaites pas un tir supplémentaire. C'est pas à vita aeternam, quoi. Voilà un petit peu le profil, donc vous l'aurez bien compris. Donc là aussi, un profil faible en défense. Il faut faire attention, fragile. En plus, lui, il n'a pas beaucoup de points de vie. Donc voilà, évidemment, son intérêt, ça sera bien sûr de tirer, parce que sa table de dommages au tir est quand même plutôt pas mal. Surtout si en plus vous pouvez faire un tir incontrôlé. Donc bien sûr, vous allez perdre un point de vie, mais vous pouvez vite fait faire 5, 4, entre 4, 5, voire 6, voire 7 ou... Voilà, 7 points de vie si vraiment vous avez beaucoup de chance. Mais voilà, moi je peux vous dire, j'ai déjà utilisé ce profil et j'avais tiré sur une lame de garde-tigre qui s'en souvient encore. J'avais fait quand même pas mal de réussite au niveau du tir incontrôlé et j'avais retiré en un seul PA 4 voire 5 points de vie je crois. Et donc c'était quand même, voilà, avec un peu de chance, c'est quand même suffisamment puissant et les 16 points sont largement rentabilisés. Et effectivement, dernière des choses, vous pouvez recruter jusqu'à 3 matelots dans une troupe. Donc ça peut être aussi intéressant de faire une liste plutôt orientée sur le tir. On voit maintenant l'apprenti de l'écume, donc qui est l'alchimiste en fait de cette liste. Donc lui au niveau du recrutement il coûte 22 points. Voilà, il a 7 points de vie aussi, 2 blancs, 2 jaunes et 3 rouges. Il a 7 en esprit, 3 en réflexe, 3 en combat. 10 en défense, il a 2 points d'action, ses valeurs de mouvement sont 4, 6, 10, il a bien sûr les 1, 2, 3, 4 autour de son cercle qui sont pour les niveaux de concentration. C'est une taille 2, il est alchimiste du cercle extérieur donc haut, il a la compétence feinte et dévotion mythique et sa table de dommages est 1, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 4. Voilà, donc au niveau des compétences, donc alchimiste du cercle extérieur haut, donc à la fin d'une action, lorsque l'alchimiste puise dans un décor contenant un pion composant de son élément, il en récolte 4, pour un pion composant d'un autre élément, il en récolte 2. Un alchimiste ne peut récolter qu'un seul pion composant par tour. La feinte, donc une figurine dotée de cette compétence peut, après que les deux adversaires ont révélé leur carte de combat, échanger sa carte de combat par un inactif. La feinte ne peut pas être utilisée lors d'une charge, bien sûr. Dévotion mythique. L'apprenti de l'écume peut utiliser la compétence garde sur les figurines alliées dotées de la compétence chasseur de légende, ce qui est le cas du chasseur de Léviathan et de la chasseuse de Méduse. Et donc, pour la garde, une figurine dotée de cette compétence protège
toute figurine amie qui se trouve à 2 pouces ou moins d'elle. Lorsqu'une figurine gardée est la cible d'un tir, d'une formule, d'une charge ou d'un engagement, le garde peut prendre sa place gratuitement. L'emplacement des 2 figurines est échangé et aucun mouvement de réaction ou tir ne peut être joué par le garde. Cette compétence est sans effet si le garde est déjà en combat ou s'il est lui-même ciblé par la même action que la figurine qu'il garde. Son utilisation se déclare après que tous les effets d'une action ont été annoncés, par exemple les améliorations d'une formule. Donc vous l'aurez compris, alors plusieurs choses, la feinte, hein, bien sûr ça c'est très intéressant, dans le cas où par exemple bien une figurine, je sais pas moi, va vous faire une parade, lorsque vous êtes en combat, vous pouvez changer votre carte de combat si vous l'avez fait par inactif, et dans ces cas-là, votre adversaire a dépensé un PA pour rien. Au contraire, si c'est le tour actif de la figurine adverse et qu'elle vous fait par exemple inactif, parce qu'elle veut vous bluffer par exemple sur le scénario, et bien vous pouvez changer votre carte de combat aussi par inactif, et du coup l'activation de la figurine adverse s'arrête. Voilà, donc un petit peu les deux choses intéressantes sur cette compétence. La dévotion mythique, donc vous l'aurez compris, c'est-à-dire que vous allez pouvoir protéger et garder aussi bien le chasseur de Léviathan que la chasseuse de Méduse, donc dans les cas où vous êtes à 2 pouces ou moins d'une ou de ces figurines, et vous allez pouvoir entre guillemets la protéger, donc voilà, c'est extrêmement utile. Au niveau, bien sûr, lui, de ses compétences, enfin de ses caractéristiques et de sa table de dommages, etc., voilà, je dirais que c'est pas un profil vraiment orienté pour le combat, mais franchement, il se défend plutôt honorablement, puisqu'avec un 3 de défense, avec un 3 de combat, avec un, 3 de réflexe, 3 de combat et 10 de défense, et puis sa table de dommage 1, 1, 2, 2, 3, 4, qui est vraiment un petit peu au-dessus des alchimistes, hein. Souvent les alchimistes, un peu dans cette catégorie, n'ont pas un 4 en double masse. Donc, et là encore, pour faire relater un petit peu avec la partie dont je parlais contre la lame de Garde-Tigre, eh bien il s'est avéré que sur cette partie, l'apprenti de l'écume avait fait en plus une double masse face à la lame de la Garde-Tigre. Donc voilà, donc le combat, pas non plus à sous-estimer, il est quand même plutôt pas mal, il peut s'avérer utile des fois au combat. Maintenant, on voit en fait sa seule et unique formule, voilà, de la Névoa. Il n'a pas besoin d'être concentré, donc c'est concentration 0. Il va dépenser 2 os pour lancer cette formule, 2 composants haut, donc les triangles sur la carte. Ça va, voilà, c'est l'aire d'effet, c'est 6 pierres, enfin pardon, 6 pouces. C'est une formule automatique. Donc à l'aide de 4 pions, délimiter une zone de brouillard de la dimension d'une carte de profil. Donc voilà, vous prenez une carte de profil qui va délimiter en fait cette Névoa. Au moins une partie de la zone doit se trouver à moins de 6 pouces de l'apprenti de l'écume. Donc vous l'aurez bien compris, vous allez pouvoir déposer la carte au moins un des bords qui doit toucher, qui doit être à moins de 6 pouces de l'apprenti. Cette zone ne bloque pas les mouvements, c'est-à-dire vous pouvez passer bien sûr au travers. La zone bloque entièrement les lignes de vue pour les figurines qui sont à l'extérieur. Donc vous l'avez bien compris, toutes les figurines qui ne sont pas dans cette zone n'ont pas de ligne de vue sur une autre. Si par exemple vous avez une figurine d'une part et d'autre, eh bien elle ne se voit pas. Les figurines au moins partiellement à l'intérieur conservent leur ligne de vue habituelle, mais considèrent toutes leurs cibles comme furtives. Donc vous l'avez bien compris, si une partie de votre socle ou l'entièreté de votre socle est dans cette zone, eh bien vous voyez les figurines adverses, vous avez une ligne de, vous n'êtes pas embêté entre guillemets par les lignes de vue imposées en fait à cause du Névoa. Par contre, les figurines qui se trouvent en dehors de cette zone, vous les considérez comme furtives, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les charger à moins de 4 pouces. Et la zone disparaît à la fin du tour. Au niveau de l'amélioration, c'est 2 pierres pour que la zone reste en jeu un tour supplémentaire. Donc voilà, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dépenser jusqu'à 4 pierres et de faire en sorte que le Névoa reste pendant 3 tours. Et bien sûr, donc ça, admettons, vous lancez ça au tour 1 et vous faites pendant 3 tours. Par exemple, vous relancez un Névoa en tour 2 et de nouveau vous faites encore 4 pierres. Ça veut dire que vous allez avoir des gabarits qui vont rester qui vont se cumuler en fait pendant 2-3 tours et qui vont rester. Ça, ce qui est très intéressant sur cette formule, c'est que après vous pouvez bien sûr mettre vos figurines à l'intérieur et quelque part elles sont protégées parce que les figurines qui sont à l'extérieur ne les voient pas. Donc il va falloir déjà qu'une figurine adverse vienne en fait dans la zone pour pouvoir ensuite attaquer votre figurine. Donc ça protège vraiment très bien vos figurines. Voilà, par contre, effectivement, le petit côté négatif, c'est que les figurines qui sont à l'extérieur, elles sont considérées comme furtives, donc vous pouvez pas non plus, vous avez une zone réduite en fait pour pouvoir charger.
voilà. Ou bien si vous tirez, par exemple, si vous mettez un tireur à l'intérieur, et si vous tirez sur une figurine adverse, eh bien elle aura le droit à un jet de couvert automatique, même si elle n'est pas à couvert. Donc voilà, voilà, il y a bien sûr des petits malus par rapport à ça, mais je peux vous dire que, encore une fois, cette formule est vraiment intéressante et c'est très tactique à jouer parce qu'il faut la placer au bon endroit, essayer d'anticiper en fait où vos figurines après vont pouvoir progresser et se mettre dedans par exemple pour se cacher. Ça peut être aussi, comment dire, vous pouvez la placer proche par exemple d'une borne ou voilà, d'un élément d'un décor d'objectif en fait, enfin d'un objectif, et du coup ça c'est vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir jouer tranquillement, je dirais, l'objectif sans que forcément vous soyez attaqué facilement. Donc voilà, il y a plein de choses à faire tactiquement avec cette formule. On voit maintenant le profil de la chasseuse de méduses. Voilà, donc elle coûte 39 points, donc c'est une figurine élite. Elle a 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes et 3 rouges. Elle a 8 en esprit, 6 en réflexe, 4 en combat, 10 en défense. Elle a 3 points d'action. Ses valeurs de mouvement sont 4, 6, 10. C'est une taille 2. Elle a l'allonge, expert rapide, chasseuse de légende, frappe de la méduse. Sa table de dommage est 4, 1, 2, 2, 3, 4. Et une autre table de dommage qui correspond, je vais vous expliquer ça, à la frappe de la méduse, c'est 1, 1, 2, 2, 3, 3. Donc voilà, on va expliquer un petit peu tout ça. Donc là, vous l'aurez bien compris, un 6 de réflexe, voilà, c'est assez énorme. 4 en combat, donc voilà, on est vraiment sur une troupe élite, 8 en esprit, 10 en défense. Voilà, elle cumule quand même pas mal de choses, la longe, expert rapide, etc. La table de dommage est plutôt pas mal. Et voilà, je vais vous donner un petit peu l'explication de tout ça. Donc la longe, bien sûr, ça on connaît, mais on fait un petit rappel. Les figurines dotées de cette compétence n'ont pas besoin d'être en contact pour combattre. Elles peuvent initier un combat jusqu'à 1 pouce tout autour d'elles. Un joueur peut choisir de mesurer à tout moment la portée d'allonge de sa figurine. Il ne peut mesurer la portée d'allonge d'une figurine adverse. Lors d'un désengagement, une figurine avec allonge qui perd le jet de réflexe en opposition ne peut pas être blessée par des figurines sans allonge. Une figurine sans allonge ayant été chargée par une figurine avec allonge, mais sans être en contact, peut l'engager lors de son activation. Donc ça, vous l'aurez bien compris, c'est-à-dire que vous allez pouvoir combattre une figurine qui va se trouver jusqu'à 1 pouce ou moins de vous. Vous allez pouvoir la frapper sans qu'elle puisse vous blesser. Cette figurine-là ne pourra faire que des parades ou inactifs. Donc évidemment, c'est super intéressant si une figurine en face n'a pas l'allonge. Voilà. Et en plus de ça, si vous vous désengagez et que la figurine n'a pas l'allonge, de toute façon, entre guillemets, il n'y a pas de jet de désengagement à faire puisqu'elle ne pourra pas vous blesser avant que vous quittiez le combat. Sa compétence expert rapide, donc une figurine dotée de cette compétence gagne un dé bonus à son jet de combat lorsqu'elle choisit la carte de combat rapide. Donc ça, vous aurez bien compris, si vous choisissez la carte de combat rapide, vous aurez en plus un dé bonus. Et évidemment, donc l'intérêt d'avoir du 4 en double épée, c'est-à-dire que si vous jouez la carte rapide, la carte de combat rapide, vous décalez à gauche les combats, les dommages. Du coup, évidemment, c'est bien utilisé avec son 4 en double épée. Mais cependant, une petite astuce par rapport à ça, votre adversaire va souvent croire que vous allez faire des rapides justement parce que le 4 en double épée s'obtient facilement, en tout cas il y a une bonne chance de l'obtenir, mais vous pouvez aussi bluffer. Des fois, n'hésitez pas à utiliser la carte brutale pour bluffer un peu votre adversaire, parce que votre adversaire, sachant que vous allez jouer sans doute une rapide, il va vous mettre une brutale pour avoir un dé bonus au combat contre vous. Donc des fois, voire n'hésitez pas à jouer une normale si vous pensez que votre adversaire va faire une brutale. Voilà, comme ça, d'une part lui il n'aura pas de dé bonus contre vous, et vous pouvez aussi obtenir un dé bonus contre lui. Voilà, une petite astuce comme ça, assez simple, mais dans l'effet un peu de bluff des cartes de combat. La compétence chasseur de légende, donc tant qu'elle se trouve en état critique, c'est-à-dire en rouge, une figurine possédant la compétence chasseur de légende est considérée comme ayant la compétence sans peur. Donc ça veut dire qu'elle ne sera pas effrayée par les figurines qui sont effrayantes. Et peut, pour chacun de ces jets de dés, choisir de remplacer l'un de ces dés rouges par un dé jaune. Donc là, vous voyez le côté très intéressant de ça, c'est-à-dire que, évidemment, sur un dé jaune, vous allez avoir aussi des valeurs 5 qu'il n'y a pas sur les dés rouges. Du coup, vous allez forcément réussir à blesser plus facilement. Et en plus de ça, n'oubliez pas que sur les dés rouges et les dés jaunes, vous n'avez plus de masse. C'est-à-dire que vous n'avez plus que des haches ou des épées. D'où, là, ça va être vraiment intéressant d'utiliser, bien sûr, la carte rapide, en plus avec l'expert rapide, voilà, et en plus cumulé avec son 6 en réflexe. Du coup, voilà, je dirais qu'une fois que vous avez en rouge, vous avez quand même de grandes chances de mourir assez rapidement. Donc là, n'hésitez pas à, bien sûr, utiliser la compétence chasseur de légende, à jouer une carte de réflexe, une carte de combat rapide, pardon, et du coup, là, vous avez sans doute une bonne chance de pouvoir frapper en premier, d'avoir en plus un dé de bonus au combat. Voilà, c'est un petit peu le barreau d'honneur
pour la chasseuse de la méduse. Et dernière compétence, donc frappe de la méduse, lorsqu'une figurine est blessée par la chasseuse de la méduse, elle est empoisonnée. Au début du tour suivant, juste avant l'initiative, on lance 2 dés blancs et la figurine subit les dommages indiqués sur la deuxième table de dommages. La figurine reste empoisonnée si les dommages indiquent voilà, le symbole de la pieuvre. Voilà, donc vous l'aurez bien compris, il y a 3 cases en fait où la figurine adverse va pouvoir rester empoisonnée le tour suivant. Donc c'est pas des gros dégâts, mais c'est vrai que de façon cumulée, la figurine adverse va perdre 1 point de vie, voire 2 points de vie. Donc ça peut être pas trop mal et assez intéressant. Donc vous l'aurez compris, vraiment la chasseuse de méduse, un profil voilà, élite. Faire attention parce qu'elle est quand même fragile, elle a que 10 en défense, mais elle est vraiment super en combat en cumulant la longe, l'expert rapide, la frappe de la méduse avec son 6 en réflexe, son 4 en combat. Voilà un profil vraiment intéressant qui est plutôt lié dans l'attaque rapide, donc bien sûr, comme vous l'aurez compris. On voit maintenant le chasseur du Léviathan. Voilà, donc lui aussi il coûte 39 points, de la même façon que la chasseuse de méduse. Il a 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes et 3 rouges. Il a 8 en esprit, 3 en combat, 3 en réflexe, 6 en combat, 10 en défense. Lui aussi a 3 PA, donc on est bien sûr sur une troupe élite. 4, 6, 10 aussi au niveau des mouvements. C'est une taille 3. Il est coriace 1, il a la compétence chasseur de légende, et il a une botte, une carte de combat, frappe de Léviathan. Au niveau de sa table de dommages, c'est 2, 3, 4, 4, 5, 6. Vous voyez, donc là, lui, tout de suite, il est un peu plus impactant au niveau de la table de dommages. Donc le coriace 1, donc, dès qu'elle subit des dommages lors d'un jet de combat ou de tir, une figurine dotée de cette compétence réduit de 1 la valeur des dommages infligés jusqu'à un minimum de 1. Cette compétence est sans effet sur les dommages infligés directement sans jet de dés. Les effets coriaces provenant de plusieurs formules ne se cumulent pas. Chasseur de légende, donc c'est ce qu'on a vu juste avant avec la chasseuse de méduse, c'est exactement la même chose. Et juste en dessous, bien sûr, sur la carte, ça expliquait justement le sans peur lorsqu'il est en rouge, voilà, il a réussi automatiquement les jets d'effrayant, donc il n'est pas effrayé. Donc voilà, vous voyez en fait donc vraiment très forte valeur de combat, un 6, la table de dommages est super costaud. En plus il est coriace, donc du coup il sera quand même assez résistant, puisque pour chaque dommage qu'il va prendre, ça sera toujours réduit de 1 avec un minimum de 1. Donc voilà, ça lui permet une longévité un petit peu plus importante. Et maintenant on va voir sa carte de sa botte, la botte frappe de Léviathan. Donc c'est considéré comme une attaque brutale. Donc bien sûr au réflexe c'est un des malus. Au combat, donc c'est un des bonus contre les attaques rapides, et les dommages, c'est une colonne à droite. Spécial, donc la figurine effectue son jet de combat avec un des malus. Donc là par contre vous voyez, vous avez un des malus en jouant cette carte de combat. Si son jet est une réussite, elle lit les dommages infligés normalement, donc bien sûr vous décalez à droite les dommages, dans le tableau de dommages, et elle fait perdre un PA à la figurine adverse. Donc vous voyez, ça c'est quand même, ça peut être aussi intéressant, c'est-à-dire que vous allez faire, la figurine adverse va perdre un PA. Donc voilà, à utiliser, c'est assez tactique, ça paraît pas comme ça paraît assez facile à utiliser, mais ça ne l'est pas tant que ça, puisque quand vous allez utiliser cette carte, vous allez avoir un dé de malus au combat. Malgré tout, vu que c'est une attaque brutale, vous pouvez avoir un dé de bonus si votre adversaire choisit une attaque rapide, mais dans le cas où votre adversaire, je sais pas moi, fait une parade ou fait inactif, vous aurez pas de dé bonus, vous aurez de toute façon un dé malus. Donc cependant, bon, il a quand même 600 combats, donc voilà, c'est vrai que sur des faibles défenses telles que 9 ou du 10, bon, a priori, vous ne devriez pas rater en fait votre cible, et par contre, tout l'intérêt, c'est de faire perdre un PA, donc des fois, peut-être si vous avez de la chance que vous frappez avant la figurine adverse, elle va perdre un PA. Donc du coup, voilà, il y a des petits trucs tactiques à utiliser, voilà, dans certains cadres où par exemple si une figurine reste avec des PA, par exemple pour se réactiver pour jouer un pion objectif, par exemple il lui reste que 2 PA et elle veut réactiver une borne, enfin un coffre ou quelque chose comme ça, et bien vous pouvez lui enlever un PA et du coup il ne pourra pas se réactiver pour jouer l'objectif. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça en fait qui peuvent être utilisées sur certains scénarios, dans certaines circonstances. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, c'est un profil vraiment costaud, voilà, comme je le rappelle, avec une bonne table de vie, et bien sûr avec le coriace qui fait que ça augmente aussi sa vie, avec le 6 en combat, voilà, et puis une table de dommages très forte. Et on finit avec le héros Virato Servilano, officier de vaisseau. Donc voilà, donc lui au niveau du recrutement il coûte 45 points.
Il a 11 points de vie, donc 4 blancs, 4 jaunes et 3 rouges. Il a 7 en réflexe, 7 en esprit, pardon, 4 en réflexe, 5 en combat, 10 en défense. Il a 4 points d'action. Ses valeurs de mouvement sont de 4, 6, 10. C'est une taille 2. Il a l'allonge, l'enchaînement, le commandement et sa table de dommage est 2, 2, 3, 3, 4. Voilà, donc là vous l'aurez compris, entre l'allonge et l'enchaînement, avec une valeur de table de combat de 5, voilà, il est vraiment orienté pour le combat et vraiment il va être excellent là-dedans, mais vous allez voir pas que. L'allonge, donc ça je rappelle, c'est comme la chasseuse de méduses, donc je vais pas expliquer tout ça. Il a un avantage, il va pouvoir combattre des figurines qui vont être jusqu'à 1 pouce de lui sans se mettre au contact. Évidemment, ça sera un très gros avantage si la figurine adverse n'a pas l'allonge. Et il pourra se désengager en plus sans se faire toucher si la figurine en face n'a pas l'allonge. L'enchaînement, quand une figurine dotée de cette compétence réussit un jet de combat lors d'une carte d'attaque, qu'elle ait infligé des dommages ou non, elle peut tenter immédiatement et gratuitement un second jet de combat contre le même adversaire avant que celui-ci ne puisse répliquer. Pour le second jet de combat, l'adversaire est inactif et les dommages sont décalés une colonne à gauche dans le tableau de dommages. Elle ne peut obtenir qu'un jet de combat supplémentaire par carte jouée. Donc vous l'aurez compris, si vous réussissez à passer la défense adverse, que vous ayez fait des dommages ou non, eh bien vous relancez tout de suite 2 dés et si vous blessez, vous décalez à gauche les dégâts. Donc évidemment, je veux dire, la plus grande chance que vous pouvez avoir, c'est de faire entre votre premier jet de combat et le deuxième avec l'enchaînement, vous pouvez faire 8 de dommages en un seul PA. Alors ça, c'est bien sûr si vous faites 2 fois des doubles masses. Ou bien, avec, je dirais, le moins de chances possible, vous allez pouvoir faire jusqu'à 4 dommages. Si vous réussissez si vous faites des dégâts lors du premier jet et lors du deuxième jet. Bien sûr, tout ça, je parle si la figurine adverse n'a pas de coriace ou n'est pas protégée, ou qui n'enlève pas des points de vie sur les dommages que vous allez faire. Donc malgré tout, c'est quand même très important. Il va faire beaucoup de dommages, lui, il va être très fort sur ce plan-là. Et donc le commandement, Virato peut utiliser cette compétence plusieurs fois par tour dans la limite de ses PA disponibles, donc bien sûr dans les 4 points d'action qu'il a, ou qu'il lui reste. Lors de son activation, il peut transmettre un PA à une figurine amie non héros et non pugilanard, donc les homoncules et nécromorphes ne sont pas compris, à portée d'esprit, c'est-à-dire dans les 7 pouces autour de lui. La figurine ciblée dispose de ce PA pour effectuer immédiatement un tir ou une charge. Cette compétence suit les règles normales de tir ou de charge et ne donne pas droit à un tir ou une charge supplémentaire. Donc là, je ne sais pas si vous percevez bien le côté ultra tactique en fait de cette compétence, mais bien c'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer Virato et si vous êtes un petit peu embêté par une figurine adverse qui va s'activer derrière vous et puis par exemple je sais pas faire quelque chose qui vous embête un petit peu, et bien à la limite s'il vous reste, vous ne dépensez pas tous les PA de Virato, vous lui laissez un PA et vous allez transmettre ce PA par exemple je sais pas moi à la chasseuse de méduses ou bien au chasseur de Léviathan, ou pourquoi pas en fait aussi aux tireurs, voilà, et ils vont pouvoir charger ou tirer, bien sûr, hein, comme c'est indiqué, ça suit les règles normales de tir ou de charge, hein, ça ne vous donne pas le droit à une charge supplémentaire ou à un tir supplémentaire, mais voilà, donc du coup, ça veut dire que vous pouvez, quelque part, bloquer un petit peu une figurine adverse qui va vous embêter à la suite de l'activation de Virato, donc c'est extrêmement tactique, vraiment à utiliser à bon escient. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant à construire autour de ça. Voilà, c'est vraiment très intéressant à faire. Et du coup, voilà, vous l'aurez compris, sur ce profil, 4 PA évidemment c'est énorme au niveau du nombre de points d'action qu'il possède par tour. Sa super table de dommages à 5, les dégâts qu'il va pouvoir occasionner, bien sûr l'allonge, l'enchaînement et le commandement. Voilà, c'est un héros vraiment en tout point. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de jouer cette liste. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très fort. Alchemy!